Dès à présent, poser des questions, poster des commentaires. Ils seront relayés au cours de la discussion, notamment dans la deuxième partie, qui sera plus particulièrement consacrée aux questions du public. Et quelques mots sur les TEDUC avant de commencer. Eh bien, ce sont des rendez-vous que vous connaissez peut-être déjà, qui sont proposés par Universcience, qui font se croiser les regards des professionnels de l'éducation et de la médiation scientifique. Ce TEDUC-ci est proposé en partenariat avec le CRAP Cahier pédagogique et il a pour thème « Comment rendre les élèves acteurs d'une démarche scientifique au musée ». Alors, pratiquer une démarche d'investigation, manipuler, expérimenter, formuler une hypothèse, tester, argumenter, sont autant de compétences qui sont désormais inscrites dans les programmes scolaires. La démarche scientifique rend les élèves acteurs de leur apprentissage, elle leur apprend notamment à penser, mais la mettre en œuvre en classe n'est pas trivial. Comment expérimenter avec tout un groupe? Le musée, les centres de culture scientifique peuvent aider en mettant à disposition des ressources matérielles et humaines, en s'inscrivant dans des projets avec les enseignants et leurs élèves. Alors, comment rendre les élèves acteurs d'une démarche scientifique? Quel rôle pour le musée? Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir dans ce TEDUC Delphine Chammartin. Vous êtes maître de conférences, enseignante-chercheur en chimie à l'Université de Lorraine et vous travaillez également à la Maison pour la Science en Lorraine où vous vous occupez notamment du dispositif partenaire scientifique pour la classe. Bonjour. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Catherine Gou-Kravchenko, vous êtes directrice adjointe chargée de PEPA, section d'enseignement général et professionnel adapté au Collège Pierre Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alain Sénécaille, vous êtes doctorant en didactique des sciences sous la direction de Cora Cohen-Azria au laboratoire CIREL, Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille. Et votre recherche s'intéresse au contenu des visites scolaires du premier degré dans les espaces d'exposition scientifique et particulièrement dans les musées et centres de culture scientifique. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Enfin, Valérie Loulade, référente du projet Biolab Universcience. Bonjour. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut définir un petit peu les termes. Rendre les élèves acteurs d'une démarche scientifique au musée. D'abord, une démarche scientifique, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'appelle-t-on démarche scientifique? C'est donc faire des hypothèses, chercher comment les tester, les questionner. C'est une posture. Valérie Lerouillet, peut-être pour commencer sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est la démarche scientifique? Quel est l'enjeu? Alors, les enjeux, il y en a plusieurs, il y en a plein. Hein. La démarche scientifique, c'est vraiment dans l'idée de se mettre les neurones en action, d'activer les questions, les questionnements, de formuler à la fois des interrogations, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, la démarche scientifique, c'est un processus qui démarre par la formulation d'hypothèses, qui peut amener ensuite à ouvrir davantage ses yeux, faire des observations, pour ensuite constater, mettre en place des protocoles, constater des résultats, échanger autour de ces résultats-là, les confronter, les argumenter, les communiquer. Donc, c'est avant tout une démarche active de questionnement. Et justement, la mettre en place au sein de la classe, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tous les enseignants. On n'a pas forcément les ressources pour le faire. Il est parfois difficile de construire une démarche scientifique. Et justement, à la Maison pour la Science, à Nancy, comme dans d'ailleurs toutes les maisons pour la science, je crois, l'une des missions, c'est de former les enseignants à la démarche scientifique. Delphine Chammartin, sur cette question. Oui, alors effectivement, c'est une des missions principales les enseignants sont tout à fait demandeurs de ce genre de formation et d'accompagnement. Donc, pour vous replacer un petit peu les choses, la Maison pour la Science en Lorraine a la chance d'être située dans les locaux de l'INSPE, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, au sein même du pôle de formation continue de cette entité. Cette entité INSPE est elle-même une composante de l'Université de Lorraine, ce qui nous permet d'être au plus proche d'un certain nombre de partenaires, les laboratoires de l'Université de Lorraine eux-mêmes, et puis un certain nombre d'autres partenaires, comme ceux qui vous sont montrés sur la diapositive,
La Maison pour la Science a donc un certain nombre d'actions de formation à destination des professeurs, des actions de formation continue. On dispose de centres pilotes, la main à la pâte, qui permettent d'accueillir des classes et leurs enseignants de façon à vivre du coup des activités scientifiques dans l'esprit la main à la pâte avec la fameuse démarche d'investigation dont on parle. Le dispositif partenaire scientifique, lui, varie dans le sens où, dans le cas de ce dispositif, ce sont des étudiants scientifiques qui vont dans les classes. Et enfin, ce qui est plus en lien avec ce dont on parle ce soir, c'est que la Maison pour la Science organise des expositions scientifiques dans un espace dédié dans les locaux de l'INSPE, qui s'appelle le Préau des Arts. Et dans le cas de ces expositions, on va développer des ateliers qui vont permettre aux enfants de travailler la démarche d'investigation. Et très concrètement, très concrètement, le petit exemple qui est cité ici, donc c'est une exposition qui s'appelait Ça déboîte, explorant le bois et ses usages, qui a tourné en 2017, donc ça fait déjà quelques années, mais l'exemple était assez pertinent. Donc concrètement, c'est une exposition qui a été conçue avec des laboratoires de l'université et le service de culture scientifique et technique de l'université. Et que l'on a reprise et adaptée pour un public de cycle 3, ce qui nous a permis, nous, de faire venir plusieurs dizaines de classes des environs de Nancy. Et on a du coup ajouté, en plus des modules existants qui étaient prévus pour le grand public, des activités à destination de ces élèves de cycle 3, au cours desquelles on a pu proposer et mettre en place de la démarche d'investigation. Donc, on avait un petit espace qui s'appelait la cabane des expériences, qu'on peut voir sur les petites illustrations, où les élèves, par petits groupes, venaient réfléchir à des petites problématiques scientifiques. C'est l'occasion aussi de former les enseignants? Oui, puisque en plus de tous ces dispositifs qu'on met en place in situ au moment de la visite de l'exposition, on conçoit des dossiers pédagogiques, des documents pédagogiques, des livrets pour les professeurs qu'on leur fournit, qui va leur permettre de poursuivre le travail et d'avoir ces documents d'appui pour travailler en classe. Alors, Valérie Lerouillet, je vais revenir vers vous parce que vous, avec le projet Biolab à la Cité des Sciences, l'idée, c'est aussi un peu ça, c'est de proposer un dispositif, c'est de proposer des ressources humaines, matérielles pour aider les enseignants à mettre en place des projets avec leurs élèves, des projets scientifiques. Oui, mais tout à fait. Peut-être préciser que qu'il n'a pas encore ouvert aussi. Non, voilà, c'est la première chose que j'allais dire. Donc, le Biolab n'a pas ouvert, mais on ne désespère pas, il va ouvrir un jour. Alors, pour recontextualiser, le Biolab, c'est un laboratoire collaboratif qu'on souhaite monter, mettre en œuvre au sein des expositions de la Cité des Sciences. Donc, c'est un lieu de médiation scientifique, un laboratoire collaboratif. Donc, pour l'offre de médiation, c'est un gros challenge voilà, de mettre un lieu comme ça au cœur des expos. C'est effectivement un projet dans lequel la démarche scientifique, la démarche d'observation, la démarche expérimentale, je pense qu'on en parlera aussi, elle est au cœur de l'offre pour à la fois faire émerger des initiatives en faveur de la transition écologique et à la fois pour pouvoir découvrir, explorer, investiguer autour de la biodiversité et notamment la biodiversité toute petite, celle qui ne se voit pas, la biodiversité qui existe partout autour de nous dans l'environnement. Voilà, donc cette démarche scientifique, on va la démarrer par l'observation du tout petit à travers des microscopes, des loupes binoculaires, du matériel un peu spécifique. Et puis, on va essayer de la poursuivre dès que ce sera possible par la mise en place de protocoles et la participation des publics à la mise en place de ces protocoles. Et c'est là que les élèves peuvent largement intervenir, soit en termes de découverte, soit en termes d'investigation au sein de classes projet, par exemple.
Alors, moi, je suis partie d'un postulat qui n'est peut-être pas forcément vrai, qu'il serait difficile de mettre en place la démarche scientifique au sein des classes. Est-ce qu'effectivement, c'est d'abord démarche scientifique, démarche expérimentale, est-ce qu'on peut considérer que c'est synonyme? Et ensuite, est-ce qu'effectivement, c'est difficile de mettre ça en place dans une classe? Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure placée pour en parler, vu qu'il y a la maison, la maison pour la science qui peut tout à fait répondre à cette question-là. Bah, c'est effectivement un challenge aussi pour les enseignants, parce que ça nécessite du temps long. En fait, c'est ça le principal obstacle, hein. Tous les sujets ne se prêtent pas forcément à développer la démarche expérimentale. La démarche scientifique en biologie ou en SVT, elle n'est pas tout à fait pareille que dans des champs scientifiques comme celui de la chimie ou de la physique. Donc, la part d'observation et d'accorder le temps long à l'observation du vivant, voilà, à l'émergence de questionnements est aussi particulier. Delphine Champ-Martin, peut-être aussi sur cette question? Nous, on se rend compte qu'il y a malgré tout… peut-être caméra. Pardon? Excusez-moi, vous pouvez peut-être activer votre caméra. Vous pouvez peut-être activer votre caméra, sauf si vous ne le souhaitez pas. Voilà, ça y est, j'ai mis en route. Donc, je disais, nous, le public enseignant qui participe à nos formations et qui est demandeur de nos formations, recherche dans un premier temps un accompagnement scientifique pour un petit peu remobiliser les connaissances qui sont de temps en temps soit un petit peu lointaines, soit les enseignants ont une formation scientifique qui est assez limitée, donc il y a une certaine crainte de se lancer dans des sciences expérimentales, plus expérimentales. Donc il y a ce volet. Et puis après, effectivement, ce qui a été dit, ça demande pas mal de temps et être un petit peu pris en main, accompagné pour commencer, se rendre compte que c'est possible de le faire en classe avec ses élèves. Voilà, c'est ça que viennent chercher les professeurs dans nos formations à la Maison pour la Science. Alain Sénécaille, en préparation de ce webinaire, vous précisiez effectivement il n'y a pas une démarche scientifique, mais des démarches scientifiques. Parce que l'investigation, elle peut se faire en réalité de plein de manières différentes. Et sans doute, le musée peut-il aider à cette démarche d'investigation aussi de plein de manières différentes? Oui, alors je parle, voilà d'où je parle, hein, c'est que je fais des recherches plutôt sur l'école primaire, et quand je dis ça, ça concerne plutôt l'école, donc l'école primaire en général. C'est-à-dire qu'il y a une certaine unicité, c'est entrer dans une démarche d'investigation, je vais le dire comme ça, c'est entrer finalement dans une démarche d'un apprentissage actif, mais c'est surtout renoncer à l'idée que les sciences, ce serait une somme cumulative de savoir qu'il faudrait s'approprier. Bon, ça fait longtemps hein, qu'on essaie de se départir de cette image, mais on est quand même là-dessus. Ça, c'est l'unicité du fait d'entrer par la démarche, c'est de réinterroger autrement ce que sont les sciences et comment elles se construisent. Et puis, quand je dis diversité, c'est qu'il y a une diversité de méthodes, mais ça a trait un peu aux spécificités des disciplines comme biologie, chimie et physique, hein, bien sûr. Mais à l'école, ça prend aussi différentes formes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de démarche expérimentale. Pour moi, c'est un type de démarche d'investigation parmi tant d'autres. Et on pourrait imaginer une expérimentation directe, une réalisation matérielle dans une démarche un peu plus technologique, une observation, une visite au musée. Et justement, enfin, pour répondre à la deuxième partie un peu de la question, hein, à mon avis, se positionner comme ça, alors c'est un avis que je pose par rapport à mon travail, hein, c'est imaginer finalement la démarche plutôt comme une posture que comme une méthode. Et c'est un peu ce que disait Bachelard déjà hein, en parlant d'esprit scientifique. Et si on le pose comme une posture, alors il y a deux moyens pour le musée d'intervenir, pour moi. Le premier, c'est d'être une des étapes de ces différentes démarches, de ces différentes méthodes qui sont mises en place par les enseignants, que ce soit une étape de découverte ou une étape d'expérimentation comme c'est possible dans plein d'expositions. Et la deuxième, ce serait finalement
faire du musée le lieu de réflexion sur cette démarche ou sur ces méthodes. Et en faisant ça, on entre déjà dans une posture qui, pour moi, fait partie de ce qu'on pourrait appeler une démarche d'investigation. Oui, et d'ailleurs, il y a une exposition comme ça qui a eu lieu, qui a été créée à Lausanne, qui est aujourd'hui à la Turbine à Annecy, vous m'en aviez parlé, qui s'appelle « T'es sûr ?» et qui finalement interroge précisément la démarche scientifique. C'est ça, avec cette spécificité de cette exposition qui est relativement intéressante, plutôt destinée à un public relativement jeune, donc début du primaire. C'est à la fois d'entrer dans une démarche d'expérimentation, puisqu'il va être proposé plusieurs ateliers d'expérimentation aux élèves, et en même temps, ça va être le lieu de les confondre et de réfléchir très précisément à mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces expériences? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Et ça réinterroge tout ça dans une dimension un peu histoire des sciences. Oui, parce que finalement, l'enjeu, pour revenir sur l'enjeu, est-ce que c'est de faire acquérir, alors il y en a peut-être plusieurs, est-ce que c'est de faire acquérir du contenu scientifique par la démarche expérimentale? Est-ce que c'est d'apprendre à penser, une manière de penser et d'appréhender le monde? Est-ce que finalement, c'est apprendre à douter aussi? Est-ce que c'est quoi finalement les enjeux pour les enseignants? Qu'est-ce qu'on cherche à apprendre aux élèves? C'est aussi à exercer leur esprit critique? Alors, c'est de mon point de vue toujours, hein, mais je pense que vous avez cité à peu près tous les enjeux qu'on aimerait viser. Et en même temps, on voit bien là la difficulté que ça relève. Parce que ça veut dire que l'enseignant se met dans une posture où il sait vers quoi il va, il connaît les objectifs, mais en même temps, il doit à un moment donné se positionner comme quelqu'un ne sachant pas pour permettre aux élèves justement de se mettre en activité. Et c'est là les enjeux, c'est évidemment des notions et des concepts, comme toujours, puisque de toute façon, sans, il paraît très difficile de pouvoir réfléchir et se poser. Et d'un autre côté, c'est aussi acquérir des savoir-faire, des démarches, mettre en place des protocoles expérimentaux et évidemment entrer dans une posture et se poser des questions et donc aussi développer son esprit critique. Et ça, voilà, on peut aussi très très bien l'envisager au musée. D'accord. Alors, vous disiez notamment que la démarche d'investigation pouvait inclure une réalisation matérielle ou technologique. Et précisément, Catherine Gou-Kravchenko, vous, au SECPA, c'est quelque chose que vous avez réalisé à travers la création d'une mini-entreprise avec vos élèves, puisqu'ils ont imaginé, puis créé une lampe en béton. Vous allez nous expliquer un petit peu, et surtout, qu'est-ce que ça a pu leur apporter de rentrer dans cette démarche? Alors, en fait, on a fait appel à Entreprendre pour apprendre, qui est une fédération loi 1901 qui nous a aidés à créer une mini-entreprise au sein de la SECPA. Il faut savoir que dans une SECPA, il y a des ateliers. Nous avons notamment un atelier Habitat qui permet aux élèves de découvrir un peu tous les métiers qui tournent autour de la maison. Donc l'électricité, la menuiserie, voilà. Et on trouvait intéressant justement d'avoir cette démarche pour qu'ils puissent avoir un esprit critique après pour découvrir le monde de l'entreprise. Parce que SECPA, avec le P de SECPA, ce sont des élèves qui vont aller au lycée professionnel. On a besoin de les préparer, de leur faire découvrir justement divers métiers. Et donc, on avait décidé de créer cette mini-entreprise, ce qui leur a permis de découvrir comment on travaille dans une entreprise, qui sont les acteurs d'une entreprise, et ils ont joué les acteurs de cette entreprise. Chacun avait son métier, et puis à travers ça, ils ont pu créer un objet. Alors notre collège est un éco-collège, donc on avait aussi, on tournait autour du développement durable, voilà. Et donc ils ont choisi de créer une lampe avec un socle en béton et après une décoration. Ça leur a permis aussi de découvrir tout autour de cette lampe les métiers qui intervenaient et puis de la créer. Donc il fallait absolument trouver le format, le bon format, les matériaux à utiliser. Alors pour cela, on avait déjà des matériaux au sein de cet atelier, mais également ils ont fait des recherches sur Internet.
Voilà, donc ça a permis vraiment de découvrir tout un tas de choses et ne pas leur apporter des savoirs tout faits. Voilà, c'était eux vraiment les acteurs et nous, on les accompagnait. Et Entreprendre pour apprendre ont tout un livret pédagogique pour que justement nous puissions leur fournir un fil conducteur, mais ce sont les élèves qui font de A à Z cette mini-entreprise. Ça a été pour eux quelque chose, enfin, des découvertes importantes. Et puis, ça permet aussi de les impliquer parce que ce sont des élèves en général qui arrivent en 6e avec une estime d'eux-mêmes très, très, très faible, peu de confiance en eux et toujours avoir l'impression de ne pas être capable de créer quelque chose, d'aborder les savoirs. Ils sont un peu fâchés avec les savoirs, on va dire. Et donc, ils avaient besoin, on a besoin aussi de reconstituer, de reconstruire toute cette estime d'eux-mêmes. Et à travers ça, c'était fabuleux. Ça a été une très, très belle expérience qu'on va renouveler d'ailleurs. Oui, parce que finalement, là, on n'est pas tout à fait dans la démarche scientifique, on pourrait dire, mais on en est très proche, parce que finalement, ils ont un peu expérimenté, ils ont cherché, ils ont tâtonné, ils ont cherché les bons matériaux, etc. Et finalement, est-ce que vous sentez que ça apporte quelque chose de l'ordre de la motivation, du plaisir, oui, donc de la confiance en soi, comme vous disiez, et même est-ce que ça permet de mieux apprendre, de mieux intégrer les apprentissages? Oui, oui, parce qu'ils sont très investis. En fait, ça leur permet de vraiment s'investir dans leur apprentissage. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Ils découvrent, ils vivent l'expérience, en fait. Donc, ça se rapproche un peu de la démarche scientifique, puisqu'ils sont vraiment très, très investis. Ils adhèrent complètement à ce genre de projet. C'est des élèves qui ne conçoivent pas de venir à l'école pour être assis à une table, avoir un cahier, un livre. Ça, nous ne pouvons pas leur proposer ça. Donc, on cherche toujours des projets. À chaque année, nous avons de gros projets et nous faisons appel à diverses sociétés ou, voilà, pour essayer de les faire vivre l'apprentissage. Oui, des partenaires culturels, notamment l'Opéra de Paris, le Centre national de la cinématographie. Vous avez réalisé des projets. On a fait un film avec le Centre national du cinéma, avec les Enfants des Lumières. Leur projet s'appelle Les Enfants des Lumières. Nous avons également fait 10 mois d'école et d'opéra. Et nous avons pu faire un spectacle dans le petit amphithéâtre de l'Opéra de Paris, ce qui a été aussi un moment magique. Donc, c'est toujours des moments magiques. Et ce que je peux dire, c'est que ces enfants sortent très différents des enfants qui n'ont pas fait ce genre de projet. Par exemple, nous faisons des suivis de cohorte. Alors, les suivis de cohorte, après la 3e, c'est savoir si les élèves tiennent dans les lycées. Parce que très souvent, les élèves de SECPA, quand ils arrivent au lycée, ben, ils n'ont plus ce cocon de la SECPA et ils sont très vite perdus et abandonnent le lycée. Et là, en faisant les suivis de cohorte pour ces 3 projets, donc 3 classes, j'ai pu m'apercevoir que c'est des élèves qui tiennent parce qu'ils gagnent en autonomie. Ils gagnent énormément en autonomie. Ils savent apprendre à apprendre. Parce que c'est ça aussi qui est important. Et puis, ils ont justement réussi à avoir cette confiance pour ne plus avoir peur d'aborder quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est très souvent ce qui les bloque. Voilà. D'accord. Et alors, je m'interroge en ce qui concerne la démarche scientifique et peut-être plus spécifiquement sur la démarche d'expérimentation, sur le rôle de l'enseignant et du médiateur. Quelle est sa posture? Est-ce qu'il est dans une démarche d'investigation guidée, semi-guidée, minimalement guidée? Est-ce que l'élève est là pour tâtonner? Voilà, peut-être Madame Le Rouillé sur cette question. Ah, votre micro est coupé, je crois. Merci. Mon bon élève. Voilà, je coupe mon micro. Je pense qu'il y a plusieurs, il n'y a pas une seule bonne réponse à votre question. Hein. C'est soit il y a plusieurs formes d'accompagnement, soit du médiateur vers les élèves, soit de collaboration entre le médiateur et l'enseignant. Il y a plusieurs degrés. Hein. C'est ce que Alain tout à l'heure disait, c'était qu'il y a le temps long et puis donc on peut à un moment donné faire un focus sur
sur la posture, sur le raisonnement, et puis à un moment donné sur les apprentissages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le suivi quoi, dans le temps. C'est ce que les élèves vont gagner sur la longueur. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une seule bonne réponse à votre question. Moi, ce que je trouve intéressant, soit quand on se concentre sur l'expérimentation ou sur l'apprentissage ou juste la découverte, on va toucher le sensible à chaque fois et c'est ce qui va permettre aussi l'investissement, je pense, des élèves. Est-ce que vous donnez un exemple un petit peu concret, c'est-à-dire d'activités que je ne peux pas dire que vous avez proposé puisque vous n'avez pas ouvert, mais que vous envisagez, des projets que vous envisagez, et de la démarche que vous pensez entreprendre avec les élèves, justement, pour les engager? Pour les engager, il y a alors l'observation, si effectivement on regarde l'environnement proche, ce serait de prendre, je ne sais pas, de l'eau douce qu'il y a dans les bassins autour de la cité. Ce serait prendre un petit bout de compost, peut-être qui est dans un coin du collège. Ce serait voilà, partir de l'environnement proche des élèves ou partir des matériaux qu'on peut nous-mêmes avoir à la Cité des Sciences et puis se laisser le droit d'être surpris. Voilà, ne pas dire, tiens, on va regarder ça. Non, c'est juste laisser, c'est ça, ce droit à la découverte, quoi. Je pense qu'il est très, très important. Donc ça peut réveiller des questions. Et je pense que cette phase de sensibilisation qui passe par l'observation directe microscope, loupe binoculaire, elle amène tout un tas d'autres questions. Comment je le mets sous le microscope, qu'est-ce que je prends, comment je prépare ma préparation. Et voilà. Et ce droit à la question, ce droit à l'initiative, je pense que c'est un temps privilégié. Donc l'observation, c'est une bonne porte d'entrée. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, pour permettre de la posture du médiateur qui va guider plus ou moins, elle n'est pas du tout et pas tout à fait évidente. C'est difficile de trouver le bon équilibre parce que si on laisse les élèves tâtonner complètement, ils peuvent sans doute parfois partir dans tous les sens. Il faut quand même les amener quelque part, sans doute, mais il ne faut pas en venir en mode TP à l'ancienne où là, l'élève va se désinvestir parce qu'il va suivre une fiche technique et puis finalement, il n'aura rien appris. Donc, est-ce que c'est un équilibre qui est difficile à trouver? Oui, ça dépend du degré d'autonomie des classes et des élèves, en fait. Je pense que le côté guidé, semi-guidé peut être hyper favorable pour des élèves qui n'ont jamais vécu ce genre d'aventure. Donc ça peut être hyper intéressant pour qu'ils prennent leur élan après tout seuls. Je pense que ça les met en confiance. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas jeter les élèves comme ça dans l'eau du bain. Voilà, ça peut être carrément, ça peut avoir l'effet inverse. Voilà. Donc non, je pense que le côté semi-guidé est hyper intéressant à considérer. Et puis, pour des collèges, peut-être, je pense des collèges pilotes, à la main à la pâte, qui sont un peu plus autonomes dans de la démarche de projet et de la démarche d'investigation, où les élèves, ils ont déjà un peu l'habitude de cette pratique-là, de se re-questionner, de non pas aller chercher chez l'enseignant la réponse, mais d'aller chercher peut-être chez leurs collègues, leurs camarades la réponse. Voilà, c'est peut-être plus aisé de leur laisser un champ ouvert beaucoup plus grand et de pousser plus loin avec eux l'investigation. Et Delphine Champ-Martin, justement, sur cette question de la posture, alors pour le coup, non pas du médiateur, mais de l'enseignant dans cette démarche scientifique, est-ce que c'est justement un équilibre difficile à trouver? En fait, je rejoins tout à fait ce qui a pu déjà être dit, c'est que tout ça, c'est assez subtil et il faut être bien à l'écoute de ce que les élèves vont pouvoir apporter, guider, mais pas trop, parce qu'on s'est quand même fixé en tant qu'enseignant un certain nombre d'objectifs à atteindre, pour que une certaine liberté puisse permettre aux enfants justement d'oser, de se lancer. Souvent, ils vont souvent sortir des choses intéressantes. On n'aura pas forcément, nous, en tant qu'enseignants ou formateurs, pensé, mais c'est bien, c'est riche, ça va enrichir les possibles. Et puis, d'autres fois, il faut un petit peu plus accompagner, effectivement, un petit peu plus guider. Donc, tout ça, c'est assez variable. Et c'est ça qui est riche, c'est jamais pareil.
c'est ça aussi qui est riche. Et Valérie Besta, je crois que vous êtes avec nous. Vous êtes enseignante en sciences de la vie et de la terre, professeure relais à Univers Sciences, me semble-t-il. Et peut-être vous allez pouvoir aussi nous éclairer sur le rôle que peut avoir le musée pour aider l'enseignant aussi à rentrer dans cette démarche scientifique avec ses élèves. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Ah. Valérie Bessa? Oui. On vous entend. Il faut peut-être activer votre micro. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Mais écoutez, moi je suis actuellement en train de préparer justement un travail pour des enseignants qui seraient en première donc pour l'enseignement scientifique sur donc le son, utiliser en fait donc les ressources du musée pour enrichir son enseignement. Et moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de bénéfices à trouver dans ces animations pour les enseignants. Surtout en première, par exemple, il y a une partie pour les élèves qui remplacent les TPE, qui sont en fait les projets expérimentaux et numériques. Et je pense que pour les élèves, dans la mesure où il faudrait espérer qu'on puisse sortir de la crise actuelle, avec les vaccins qui vont venir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais que si les élèves ont aussi cette autonomie de pouvoir se déplacer et de pouvoir utiliser les ressources qu'il y a à la cité, il y a beaucoup de choses à faire. Dans ces projets numériques, par exemple, les élèves sont supposés utiliser des capteurs, sont supposés ensuite recueillir des données et ensuite les analyser. Et franchement, il y a plein de choses au musée qui peuvent les aider. Et c'est ça qu'on aimerait faire découvrir aussi aux enseignants, parce que au niveau, il y a des animations sur justement l'utilisation des capteurs, même avec dans le domaine du développement durable, en utilisant le biolab qui va donc bientôt être fonctionnel, aller justement chercher des échantillons, puis après utiliser différents capteurs, différentes observations, et puis pouvoir ensuite analyser leurs données avec, par exemple, leur professeur de mathématiques. Enfin, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Néanmoins, toujours, le problème, c'est toujours cette histoire du temps long d'organisation des déplacements au musée qui peut être un souci. Mais sinon, après, bon, il y a des choses qui peuvent être faites sur place dans les établissements, mais c'est vrai que venir à la Cité des Sciences, si c'est possible, il y a beaucoup de ressources utilisables à mon avis. Voilà. Mais c'est vrai que là, on se focalise beaucoup sur l'idée d'ateliers, d'expérimentation, de faire pratiquer les élèves. Néanmoins, la démarche d'investigation, elle n'implique pas nécessairement, et donc les démarches scientifiques n'impliquent pas encore une fois nécessairement l'expérimentation. Ça peut être aussi l'observation, ça peut être aussi la recherche documentaire, la simulation, l'enquête, etc. Et donc, le musée, j'imagine, peut susciter la démarche scientifique par d'autres moyens, notamment en valorisant ses collections d'une manière pertinente ou en faisant appel à l'histoire des sciences. Alain Sénécaille, peut-être sur ces questions-là. Oui, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure de cette idée de la posture. Et je rebondis en fait sur ce qui traverse là depuis tout à l'heure. Ce qu'on dit, c'est ce que l'on veut, c'est que les élèves soient acteurs. Et pour qu'ils soient acteurs, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, il faut qu'on les autorise ou qu'ils s'autorisent. Et il y a quelque chose quand même en jeu là-dedans, c'est que avec l'idée d'une visite scolaire et donc le déplacement dans un lieu culturel, un musée ou un centre de culture, pour s'autoriser, du point de vue de l'élève, à un moment donné, il faut aussi avoir les clés pour se débrouiller. Et
il me semble que un des objectifs aussi, c'est à retourner en fait. C'est que depuis tout à l'heure, on se pose la question de ce que peut apporter le musée à l'école. Là, je retourne un peu en me disant, mais qu'est-ce que finalement sont les objectifs du musée? C'est aussi que les élèves reviennent. Que les élèves reviennent en tant qu'élèves ou qu'ils reviennent en tant que visiteurs extérieurs. Et bien, pour faire ça, il faut que les élèves aient les clés pour rentrer dans une forme de culture scientifique propre aux différentes institutions. Et donc, il faut aussi réussir à les amener à rentrer finalement dans cette culture. Et pour rentrer dans cette culture, eh bien, il faut apprendre ou se former, je ne sais pas comment on dit, mais à la lecture finalement de ce qu'on nous propose, que ce soit une exposition relativement classique. On imagine par exemple les grandes expositions d'animaux naturalisés, ils ne sont pas mis n'importe comment. Il faut réussir à rentrer dans l'exposition pour réussir à reconstruire un discours. Et c'est seulement à partir de là que le musée peut devenir finalement un partenaire dans la démarche d'investigation. Et pour répondre peut-être un peu plus précisément, c'est-à-dire que finalement, et ça dépend, enfin voilà, c'est très relatif, ça dépend de tous les projets évidemment, mais le musée peut intervenir à n'importe quel moment de n'importe quelle démarche, que ce soit du point de vue d'une démarche de recherche documentaire ou d'observation, ou que ce soit sur des ateliers. L'idée, c'est juste que ce soit construit de manière, enfin voilà, comme un partenariat entre les deux institutions. D'accord. Alors, Roselyne Prieur, vous vouliez intervenir peut-être, notamment mentionner l'existence de 2 numéros des cahiers pédagogiques qui traitent de ces questions-là. Oui, j'ai mis le... Merci Marie-Catherine. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, c'est pas... Chacun va pouvoir copier le lien et aller voir. Mais ce que je voulais dire, c'était que ce qui était intéressant aussi de la part du musée ou de la part de l'institution extrascolaire, c'est d'aider à étonner l'enfant. Parce qu'il me semble que pour construire une démarche scientifique, il est intéressant, justement, comme disait M. Sénécal tout à l'heure, de l'emmener à avoir une posture de questionnement. Et le musée va souvent étonner l'enfant du fait du contenu. Et je pense que c'est ça qui peut servir de déclencheur. Après, à l'adulte, de l'emmener comme vous avez dit tout à l'heure, l'emmener à construire, à être en démarche de réflexion. Mais cet étonnement-là va être important. Et puis, autre chose que va faire le musée, c'est qu'il va le confronter à la réalité, par exemple, au muséum d'un squelette, voir comment est fait l'animal, ou la réalité de comment vivent les fourmis lors d'une exposition. Eh bien, ça, en le confrontant à la réalité, il va aussi l'aider à déconstruire toutes ces représentations qu'il avait en lui et qui avaient besoin d'être repoussées pour penser autre chose, penser autrement à la place. Merci. On ne t'entend pas, Marie-Catherine, tu as coupé ton micro. Oui, non, je disais effectivement, en vous écoutant, je m'interrogeais, est-ce que le musée, le centre de culture scientifique réussit finalement à aussi apprendre à l'élève comment la science se fait et comment elle se construit? Parce que la science, c'est une entreprise qui ne produit pas des certitudes, ce n'est pas un contenu froid et figé, ce sont des certitudes provisoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à faire apprendre aux élèves, que cette connaissance produite, elle est provisoire et c'est ce qui nous sert à penser et ce qui va aussi leur servir dans leur vie de citoyen plus tard. Est-ce que le musée parvient à faire ça? Je ne sais pas qui souhaiterait répondre sur cette question, peut-être Alain Sénécal. Je rebondis avec ce que je peux répondre, mais c'est qu'on a la grande chance en fait d'avoir des institutions culturelles qui sont le reflet d'une histoire. Il y a un grand muséologue qui s'appelle Michel Van Praet
qui disait finalement que les musées étaient des reflets épistémologiques de ce qui se passait dans la science. Et c'est vrai. Et donc, ça peut être un point d'entrée, on peut imaginer, hein, un point d'entrée pour questionner. Il y a des musées qui proposent de revenir, par exemple, sur leur méthode de classification. Souvent, au musée, les spécimens sont classés d'une certaine manière et on s'imagine bien, avec toutes les contraintes possibles, que des réorganisations ne sont pas toujours possibles. Eh bien, les élèves entrent sous une forme de classification qui n'est pas une classification phylogénétique par emboîtement, comme il serait idéal de le montrer, puisque c'est ce qui est relatif au programme. Hein. Mais on est sur des anciennes classifications. Eh bien, on peut discuter. On peut discuter de comment ça se fait. Et là, ça devient un point d'intérêt particulier à la fois pour entrer dans une culture scientifique, pour entrer dans une culture du musée et des lieux culturels, et puis pour remettre en perspective finalement la nature profonde de ce qu'est un savoir scientifique, c'est-à-dire une proposition à un moment donné plus ou moins stable. Alors, j'invite vraiment les personnes qui assistent à ce webinaire à nous poser des questions, à s'exprimer dans la partie conversation, même s'exprimer à l'oral si vous le souhaitez. Vraiment, ça enrichira la discussion. N'hésitez pas même à témoigner de votre propre expérience d'enseignant. Comment on met en place la démarche scientifique, ce n'est pas évident. Moi, je voulais revenir sur la notion d'étonnement. Est-ce que vous, Catherine Gou-Kravchenko, vous aussi ressentez ça, cette importance de l'étonnement chez vos élèves voilà, dans tous vos projets? Oui, tout à fait. Quand on leur propose d'être acteurs, justement, parce que moi, je trouve que ce mot est très important, ils sont émerveillés par ce qu'ils découvrent, ils sont émerveillés par ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est toujours notre enjeu en SECPA. Et donc, cet étonnement, il est quotidien, il est à chaque cours, parce qu'on travaille beaucoup en interdisciplinarité, parce que quand on est en projet, ça nous permet de travailler toutes les disciplines et de permettre justement d'évaluer toutes les compétences qu'il y a dans le socle commun. Il y a le socle qui concerne toute la découverte scientifique, mais également pour tout le reste. Et ça, c'est important que les élèves abordent toutes ces connaissances en même temps. On ne fait pas que de la science, on est aussi citoyen parce que ça nous apprend justement à faire de la découverte, à avoir cet esprit critique dont vous parliez au départ. Donc, cet étonnement nous permet justement d'apprendre. Et puis, quand on va alors les musées, moi je suis d'accord aussi que le musée, ce n'est pas simplement on va au musée, mais nous on les utilise plus quand on en a besoin pour justement étayer un apprentissage. Quand on a fait le projet avec les enfants des Lumières, on est allé à la cinémathèque parce que les élèves ont décidé d'y aller, parce que ça pouvait justement nous apporter des éléments pour découvrir le cinéma et ensuite nous-mêmes faire un film. Voilà, donc on utilise plus le musée comme ça et les élèves savent exactement, cherchent même à savoir comment se véhiculer dans le musée. C'est eux qui ont qui ont dit nous allons aller à tel endroit, faire telle chose parce que nous avons besoin. Et ce qui a été vraiment très drôle, c'est que au départ de ce projet des Enfants des Lumières, nous avions décidé de montrer un film de Charlie Chaplin qui était très loin de leur culture. Hein. Et donc c'était le cirque. Et nous avions une personne qui nous aidait dans cette visite, un guide. Et les élèves l'ont amené à changer ce qu'il avait prévu dans sa visite et les élèves lui ont parlé de ce film que nous avions visionné et à la fin il a changé, il leur a montré tout à fait d'autres choses et là ils ont été émerveillés, étonnés et ils nous ont demandé énormément de choses après en revenant sur le collège à visionner d'autres films de Charlie Chaplin. On s'y attendait pas du tout. Et ça, c'est merveilleux de voir ça dans leur regard et de leur façon d'apprendre et d'envisager tout ce qu'on doit leur apprendre, leur inculquer. J'avais une question sur la main à la pâte. Moi, je vois la main à la pâte, donc cette fondation finalement pour la formation scientifique.
comme une espèce de courroie de transmission finalement entre l'école et puis le musée, puisque le projet Biolab est partenaire de La Main à la Pâte, la Maison pour la Science est centre pilote de La Main à la Pâte. Donc, est-ce qu'on peut rappeler peut-être un petit peu la philosophie qu'il y a derrière justement La Main à la Pâte, qui est donc la fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science, je cherchais mes mots tout à l'heure, et qui touche aujourd'hui plus de 50 000 enseignants du primaire et du collège. Est-ce qu'on peut un petit peu rappeler, Delphine Chammartin peut-être, vraiment la philosophie de La Main à la Pâte? Eh bien, la philosophie, c'est exactement ce dont on parle depuis le début de ce webinaire. C'est que l'élève se retrouve à agir et qu'il soit lui-même, qu'il essaye lui-même avec ses camarades de classe de construire ses apprentissages. Le symbole de la main, ça n'est pas que toucher, puisque ça, effectivement, ça va nous faire du lien avec l'expérimental, mais c'est bien tout ce qu'on a dit. C'est l'observation, c'est l'enquête, c'est l'interview d'un spécialiste, d'un grand scientifique. Il y a finalement un assez grand nombre de situations dans l'enseignement des sciences où l'expérimentation directe, elle va être compliquée. Si je prends l'exemple de l'astronomie, on va pouvoir faire de l'observation, mais pour expérimenter, c'est très compliqué. Donc, on va passer par des modèles, c'est moins difficile. Donc voilà, mettre l'élève en situation de s'interroger, d'agir, de se questionner. L'esprit critique, c'est important également. Aller éveiller cet esprit critique chez eux. Voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye de développer et on accompagne les professeurs dans ces démarches-là. Est-ce que le protocole expérimental est pensé lui-même comme un objet d'apprentissage, c'est-à-dire d'aider les élèves à construire eux-mêmes leur protocole expérimental? Alors, pardon, c'était très haché, j'ai pas compris. Pardon, oh, je crains d'avoir un souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va mieux. Bon, est-ce que je me demandais si le protocole expérimental était pensé lui-même comme un objet d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à l'élève à construire son protocole? Oui, absolument. Oui, à tous les niveaux, hein, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire ou que ce soit aussi l'enseignement supérieur, c'est important. Les protocoles, souvent, alors là, je reprends ma casquette d'enseignant dans le supérieur parce que voilà, vous allez voir le lien. Les étudiants, même à ce niveau-là, souvent, ils n'osent pas remettre en cause des protocoles quand on leur en donne. Et souvent, c'est même intéressant de les amener justement à ce point-là, à se dire mais j'ai fait une manip, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est intéressant de remettre en cause les protocoles. C'est pas parce qu'on nous donne un protocole que c'est parfait, que c'est fabuleux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire mieux? Pourquoi? Voilà, réapproprions-nous l'expérience et essayons de voir si on peut améliorer les choses. Est-ce que c'est pas une des choses les plus difficiles à mettre en place pour un enseignant, notamment du primaire, de mettre en place un protocole? C'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout évident. Un protocole scientifique. Oui, effectivement. Donc, il faut expliquer comment faire, la rigueur, on ne fait pas varier plein de paramètres à la fois, sinon ça ne va pas, qu'est-ce qu'on suit, les outils de mesure éventuels qu'on va utiliser. Donc, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention, mais ça, les enfants vont aussi très bien le comprendre quand on va leur expliquer. Et cette mise en place, on peut réussir à la mettre en œuvre et on arrive à de très bonnes séquences où on a cette démarche qui est développée. Et Véronique Lerouillet, justement à la Cité des Sciences, au Biolab, est-ce que aussi l'enjeu c'est de faire des élèves des petits scientifiques? Est-ce que quel est le statut de l'expérience? Est-ce qu'on cherche parfois à reproduire des expériences du passé? Est-ce qu'on fait appel à l'histoire des sciences? Ou est-ce que non, pas du tout? On est là dans une forme de simplification tout en donnant à l'élève le sentiment qu'il est lui-même un petit scientifique et qu'il est dans une redécouverte. Alors, pour le Biolab, on peut effectivement insérer l'histoire des sciences dans
dans les offres scolaires qu'on va pouvoir développer, mais ça ne va pas être l'idée de reproduire en fait le cheminement intellectuel qui s'est passé dans un contexte donné, avec les savoirs à l'époque donnée. Ça ne va pas forcément être le credo du Biolab. Alors ça peut exister pour la Cité des Sciences et pour le Palais de la Découverte, si on parle d'Univers Sciences dans son ensemble, mais plus spécifiquement dans le Biolab, on ne va pas chercher à reproduire le cheminement intellectuel. C'est très complexe parce que les données, les informations qu'on avait à l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, pour les enfants, ça peut être très compliqué. Mais par contre, la démarche historique peut être un point de départ de manière... en théorie, elle peut être utilisée pour débloquer une démarche scientifique ou une démarche d'investigation. Hein. Ça, c'est pas exclu du tout, quoi. Parce que reproduire une expérience du passé, dans le domaine de la physique notamment, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Et donc peut-être qu'on peut revenir sur la spécificité de la biologie. Pourquoi c'est plus dur en biologie de faire ça dans un musée? Parce que c'est pas en mélangeant un bout de sol et un bout de rotifère et un bout de bryophyte que pouf, tout d'un coup ça mousse et ça fait des trucs spectaculaires, quoi. Donc le sensible, il est plus subtil, quoi. C'est plus... Voilà. Donc c'est pour ça que l'observation, c'est un peu nos expériences à nous, quoi. C'est donner le temps long et qui plus est sur du vivant. Il y a de l'évolution dans le vivant, il y a prendre le temps de regarder, prendre le temps d'identifier, de passer par le dessin aussi, peut aider aussi à... ouais, en biologie, je pense que ce temps-là de la formulation de la question est plus peut-être un peu plus subtil. Voilà, c'est pas si évident que ça déjà d'observer. Alors nous, on va se fixer sur le tout petit, mais voilà, on est en rapport avec du vivant, on n'est pas en rapport avec des expériences chimiques qui sont reproductibles comme ça 10 fois, par exemple, en 45 minutes, quoi. Non, ça c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un peu différent. Ouais. Alors Valérie Bessa, vous aviez une question intéressante sur la notion de ludification finalement, hein, la dimension ludique de l'activité. On vous laisse peut-être prendre la parole sur cette question-là. Ou je relève votre question. Oui, ça y est. Oui, donc en fait, moi je me retrouve avec donc des élèves de collège et j'avais des cinquièmes et là j'ai aussi des quatrièmes, enfin j'ai des quatrièmes, troisièmes cette année. L'année dernière j'avais aussi les cinquièmes et je me suis retrouvée avec un public extrêmement hétérogène à 29 élèves par classe. On n'a pas tous les niveaux qui sont dédoublés pour faire justement des activités où on est vraiment plus dans l'esprit, voilà, démarche d'investigation, où on leur donne ce temps-là. Et voilà. Et j'ai aussi des élèves qui sont dans le zapping, voilà, dans un autre univers où se poser des questions. Moi, je suis très intéressée, très impliquée dans le développement durable et se poser des questions là-dessus, c'est souvent les bons élèves, quoi, qui vont être impliqués un peu partout. Et puis, voilà, c'est pas toujours facile de fédérer tout le monde. Et je me disais que s'il y avait une dimension ludique, moi, j'étais en train de repenser justement au niveau de la Cité des Sciences, à revoir un parcours de transition écologique entre donc différentes expos qui existent déjà et que ça soit fait sous forme de jeu. C'est-à-dire que le groupe qui vient avec son enseignant est scindé en divers petits groupes. Chaque petit groupe doit aller découvrir, comme une sorte de mission, doit aller découvrir un certain nombre de choses. Il va se poser des questions, ils vont essayer de résoudre une énigme, enfin entre guillemets, un problème qu'on leur donnera. Donc ils seront dans une démarche d'investigation, mais ça sera fait sous forme de jeu, parce que sinon j'ai l'impression que des élèves, quand on leur demande d'aller donc visiter, s'interroger, prendre le temps, certains élèves ne prennent plus ce temps. Ils s'ennuyaient pour eux dès que ça prend trop de temps ou trop et que ça bouge pas assez, par exemple. Ces élèves, on a des élèves hyper actifs et qui ont du mal à, voilà, même à lire des consignes, parce que déjà ça demande à s'apesantir sur les mots, etc. Donc je me disais que cette dimension ludique, elle était quand même importante. Moi, j'ai réussi à les faire s'intéresser quand on est allé sur le terrain, parce qu'on était en extérieur et donc il y avait une partie
voilà, une dimension, je dirais, comment on pourrait dire, kinétique, voilà, dans le mouvement, etc. Mais sinon, ce n'est pas toujours évident avec les élèves de cet âge-là et de cette génération qui sont souvent accros à leur portable et à zapper tout le temps de faire des choses plus construites s'il y a une dimension ludique. Voilà, c'était une petite question que je posais à tout le monde. Véronique Lerouillet, peut-être vous souhaitiez réagir sur cette notion-là? Oui, alors, du coup, je vais réagir déjà sur mon prénom. Moi, je m'appelle Valérie. Oh, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bah, le ludique, même adulte, hein, on a le droit d'y avoir, on a le droit d'avoir le droit au ludique, hein, pour expérimenter. Du coup, ça me fait rebondir sur le ludique pour qui? Le ludique pour les enfants, pour les cycles 3, pour les collégiens, pour les lycées. En fait, c'est une porte d'entrée qui fait sens. Alors, le jeu fait peut-être plus sens pour les plus jeunes, mais c'est pas parce qu'on grandit qu'on doit s'en priver. Je pense, à mon avis. Donc, oui, à fond dans le ludique, je suis pour. L'émerveillement, je suis pour. Le droit à l'initiative, je suis pour. Tout ce qui peut permettre, à un moment donné, que ça résonne en chacun des élèves, quoi. Et en fonction du profil des élèves, qu'ils soient petits, en SECPA, en décrochage ou dans des collèges un peu élitistes, je pense que voilà, il faut avant tout que ça résonne chez la personne. Ça, c'est hyper important, quoi. D'où, je pense, toute la qualité d'accompagnement que peuvent avoir les enseignants vis-à-vis des élèves qui sont aussi, non pas forcément que des apprenants, mais aussi des citoyens, des personnes. Je sais que, moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Les élèves, quand ils viennent, ce sont des élèves avec certainement des enseignants en quête d'apprentissage, en relation avec un programme aussi, mais c'est aussi les citoyens de demain. Et apprendre à agir et à raisonner, comme disait Alain, le fait que ce soit une démarche, une posture dans laquelle on s'engouffre et qui nous donne confiance. Cette confiance, elle va au-delà de l'apprentissage. Elle permet de s'épanouir dans le monde et de comprendre un peu mieux sa place qu'on a dans le monde. Et je pense que le projet des SECPA de Catherine, on est exactement là-dedans. Donc la démarche scientifique, elle est beaucoup plus impactante chez l'individu. Elle est impactante dans ses apprentissages, c'est certain, hein, mais elle est beaucoup plus impactante chez l'individu pour un peu qui s'autorise à se noyer dans la démarche d'investigation, quoi. Voilà. Et Jean-Michel Zakartchouk, vous souhaitiez évoquer l'interdisciplinarité. Oui, bonjour. Oui, c'est-à-dire, on a évoqué tout à l'heure l'interdisciplinarité, et je pense qu'il y a un aspect intéressant, moi, qui m'a toujours intéressé, c'est de mêler les sciences et, disons, les arts et la culture et la littérature. Et il y a quand même beaucoup d'expositions qui sont faites dans cet esprit-là, et je trouve ça très, très intéressant. Et moi, j'ai pu faire des visites avec des collègues de SVT ou de physique, et je trouvais intéressant, justement, quand on arrive à faire des ponts. Je pense, par exemple, l'exposition qui a eu lieu au CNAM sur Blake et Mortimer, donc la bande dessinée et les inventions scientifiques. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Ça, c'était pas avec des élèves, mais ça pourrait être très intéressant avec des élèves. Puis de l'amour, qui a été donc une exposition du Palais de la Découverte. Et moi, j'ai beaucoup apprécié justement qu'il y ait ce mélange de sciences parfois pointues et puis de poésie, de littérature. Et je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, le prolongement après en classe, ça peut être une écriture qui peut être une écriture de fiction, mais qui utilise des éléments scientifiques récoltés lors de la visite. Et je pense notamment pour toutes les questions d'environnement aujourd'hui, c'est une piste absolument qu'il faut développer. Et Delphine Champ-Martin, justement. Malheureusement, l'interdisciplinarité a été plutôt diminuée ces derniers temps, et c'est bien dommage. Oui, je voulais donner la parole à Delphine Champ-Martin parce qu'au Préau des Arts, justement à Nancy, vous avez un petit peu fait des expositions comme ça avec un volet artistique. Oui, alors effectivement, l'espace du Préau des Arts est à la base un espace ouvert aux arts et à la création. Et
en y programmant des expositions scientifiques, on a essayé un certain nombre de fois, le plus souvent qu'on le peut, d'associer en parallèle à la thématique scientifique un artiste qui va venir apporter et montrer quelques-unes de ses œuvres, et on va avoir un lien sur la thématique associée. Alors, l'exemple de l'exposition sur le bois dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas concerné, mais on a pu mettre un certain nombre de fois, faire venir des artistes, donc avec aussi des moments de médiation qui n'est plus la médiation scientifique, mais de la médiation artistique. Et là, pour le coup, c'est une double découverte, en fait, et puis les deux sont peut-être pas si éloignés que ça. C'est-à-dire que l'inspiration de l'artiste, voilà, si on a des objets avec une petite connotation ou développés autour d'objets technologiques, voilà, on va pouvoir faire du lien, et tout ça, finalement, ça a beaucoup de sens. Et les enseignants comprennent bien, d'ailleurs, eux-mêmes, et savent en retour tirer bénéfice de ces deux aspects. Et Valérie Bessa, vous disiez, oui, dans votre établissement, vous commencez un atelier poésie et sciences. Oui, alors dans notre établissement, en fait, avec le CDI, on avait cette idée. Donc, moi, je m'occupe de développement durable, et puis ma collègue s'est occupée donc du journal en ligne qui s'appelle On se dit tout, et dans lequel donc les élèves écrivaient. Et on est venu à discuter avec des intervenants extérieurs, justement, à se mettre à conjuguer le développement durable et l'écriture, en s'appuyant donc sur quelques intervenants extérieurs où les élèves, donc, il y aurait 3 phases dans ce projet. Une première partie où les élèves découvriraient un petit peu la lecture des poèmes autour de la science. Par exemple, des productions très faciles à faire, c'est les haïkus, parce que c'est très, très court. Hein, c'est sur, enfin, je veux dire, ça, je dirais 3 lignes avec quelques syllabes, voilà. Et donc, avec ces intervenants extérieurs, justement, donc les élèves travailleraient, après avoir fait un moment de découverte, un peu donc d'écriture, et puis en s'appuyant sur notre cheminement, nous, dans l'école, pour passer à être un éco-collège, on espère, au cours de cette année, et bien, ils pourraient donc présenter en fin d'année donc leur production dans ce domaine, quoi. Donc, il y aurait là vraiment un véritable décloisonnement. Mais encore une fois, on essaye d'attirer un peu tous les élèves, et ce n'est pas toujours évident, parce que c'est souvent, malheureusement, quand même, quand on fait des ateliers, comme c'est sur la base du volontariat, à l'heure, au moment des pauses méridiennes, c'est souvent quand même des élèves qui s'intéressent un peu à tout, et c'est ça qui est un petit peu… voilà, on aimerait bien pouvoir attirer tous les élèves, et ce n'est pas toujours le cas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question? Jean-Michel Sakartchouk, je crois. J'ai vu que vous aviez levé la main, non? Non, je n'ai pas baissé. D'accord. Et Anne Moineau, peut-être, voulait intervenir. Oui, elle nous disait, effectivement, je l'ai lu, que le musée pouvait être poussant, c'est ça, hein, pour certains élèves. Donc effectivement, il y a beaucoup d'élèves. Il suffit juste de mentionner le mot musée pour qu'ils n'aient plus envie d'entendre ce qui va se passer derrière. Et alors pour autant, donc moi j'ai une classe de ST2S, donc une section technologique en biologie et physiopathologie humaine, qui sont des élèves plutôt comment dire, en attente de l'enseignement. Ils ne sont pas du tout acteurs, ils ne vont pas chercher les informations, et ils ont finalement assez peu de curiosité. Et en revanche, j'ai une autre classe qui est une seconde, avec une option d'ouverture de biotechnologie. Donc au début de l'année, pour eux, le terme biotechnologie était intéressant, mais finalement, ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc, on découvre au fur et à mesure de l'année, c'est un petit peu le projet. Et donc là, on va mettre en place au lycée, donc on suit un projet qui est national, qui s'appelle le projet Agar Art. Donc, il y a un projet artistique qui utilise des bactéries qu'on a dans les laboratoires de lycée pour produire des œuvres artistiques. Donc, chaque année, il y a une thématique qui est donnée. Donc, il y a un concours au sein de chaque lycée qui participe.
et ensuite au niveau national, donc il y a un vote à niveau des élèves. Donc malheureusement, bon, c'est vrai que cette année c'est un petit peu compliqué, on n'a pas vraiment accès aux sorties scolaires, etc. Donc l'apport des musées finalement est relativement restreint. Pour autant, il y a quand même beaucoup de ressources sur Internet. Et donc, que ce soit le confinement l'année dernière ou le projet de travailler en distanciel qu'on a actuellement nous fait utiliser justement des ressources qui viennent de différentes sources, hein, que ce soit des musées, des documents d'Arte, des documents qui vont nous donner justement matière à travailler. Donc, pour revenir sur le projet Agar Art, qui n'a pas vraiment de place avec le musée, mais qui fait lien finalement dans ce côté artistique, ce que je voulais dire, c'est que le projet, il développe clairement la démarche scientifique, puisque c'est porter des élèves, c'est pas juste faire des dessins avec des bactéries sur des boîtes de gélose, finalement. On va faire découvrir aux élèves les caractéristiques biochimiques des différents micro-organismes, les différents milieux avec les changements de couleur dus aux indicateurs de pH, et prévoir en fonction des deux caractéristiques, des bactéries et des milieux, quelles sont les prévisions qu'ils peuvent faire sur les dessins qu'ils vont faire sur les boîtes d'agar. Donc là, on est vraiment en plein dans la démarche scientifique qui est relayée sur le résultat au final. Alors, peut-être pour finir ce webinaire, cette notion de distanciel, est-ce que justement Delphine Champ-Martin, Valérie Lerouillet, vous avez pensé à mettre en place aussi des activités en distanciel? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible de faire appréhender la démarche scientifique à distance? L'une ou l'autre, je ne sais pas laquelle souhaite répondre en premier. Ben, je sais pas, j'ai fait mon micro. Je prends la parole. Ben, c'est vrai que c'est quand même des contraintes qui s'imposent à nous, hein. Nous, le Biolab, on l'avait vraiment imaginé au sein du musée comme étant un lieu du faire, un lieu d'expérimentation, d'observation, d'échange, de données, de collaboration. Donc, bon, c'est un peu dur, du coup, en situation de Covid, on est effectivement un peu coincé. On était en réflexion justement sur comment réveiller peut-être dans un premier temps à distanciel ce questionnement. Donc à partir de matériel, de supports, j'entends, qui sont déjà présents dans les collèges. Donc, et du coup, je souligne la pertinence de soigner une collaboration aussi avec les personnels enseignants, donc équipe de médiation, équipe d'enseignants, pour que ce fil rouge soit continu, justement, pour permettre une rythmicité. Alors, le Covid, nous contraint à une rythmicité un peu différente, mais le musée peut permettre justement d'arriver, peut-être comme là, non pas comme quelque chose qui vient réveiller le questionnement, mais comme quelque chose qui permet de répondre aux questions premières. Voilà, donc effectivement, à distance, peut-être qu'il y a un premier contact en distanciel qui peut se faire. Bon, voilà, on est encore en pour parler, mais c'est envisageable. Et vous, Delphine Champ-Martin, la maison de patients va continuer vos activités? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, donc les modalités de fonctionnement changent. Donc avec l'équipe nationale et de la Fondation La Main à la Pâte, les collègues formateurs et nous ici à la Maison pour la Science avons réfléchi à la rédaction de petites fiches défis relativement simples, adaptées à l'âge des enfants, qui sont faisables avec un matériel qu'ils pouvaient avoir chez eux lorsqu'on était en confinement total, ou des choses qui peuvent être facilement aussi rassemblées à l'école. Et puis, du coup, avec une petite question, une petite invite, un petit défi, et des éléments de réponse ou d'accompagnement pour le professeur, pour que puisse aussi aider les élèves qui vont se lancer dans ces petits défis. Alors, on perd la dimension quand on est tout à fait confiné du travail de groupe et de l'émulation quand on est plusieurs, et de l'entraînement et des aides, la collaboration. Voilà, quand on a les outils numériques, on peut pallier un petit peu ce problème-là, mais voilà, avec les plus jeunes, c'est un petit peu difficile.
Alors justement, je ne sais pas si mon micro est activé. Oui. Je reprends simplement cette notion de coopération qu'on a un peu évoquée. Le fait que finalement, toutes ces démarches sont des démarches qui se font en collectivité, en équipe, qu'on va s'interroger collectivement et que ça va produire une émulation. Donc finalement, cette démarche, elle n'est pas du tout une démarche individuelle ou pas que individuelle. Peut-être Valérie Lerouy. En fait, elle est effectivement individuelle, mais on ne peut pas se re-questionner et confronter si on n'a rien en face. En fait, on ne peut pas se confronter avec soi-même. C'est difficile, disons que voilà, c'est toujours bientôt moins 2, quoi. Donc, si on est 3-4 dans un groupe, c'est encore mieux. Donc, bien évidemment, passer par le collectif, même si c'est l'observation, c'est qu'est-ce qu'on retient de l'observation. Mon collègue, mon camarade, il ne retient pas pareil que moi. Pourquoi on regarde la même chose? Bon, voilà, et du coup, on passe vite du c'est n'importe quoi, t'as tort, t'as pas tort, à pourquoi tu regardes différemment? Et là, voilà, c'est là que ça devient intéressant. Donc oui, forcément, la confrontation à plusieurs, elle est stimulante. Oui, elle est stimulante, mais c'est vrai que c'est pas complètement trivial parce que après tout, on peut voir aussi le scientifique ou dans la tête des enfants, le scientifique tout seul dans son labo qui d'un seul coup a une illumination et qui va découvrir quelque chose. Ah, ça peut être une vision, un a priori dans la tête des enfants, le fameux Eureka, le fameux Einstein. Bon voilà, on présente souvent le scientifique comme étant un homme, une femme qui a souvent un homme qui a découvert quelque chose, etc. Or, il faut rappeler que la science est une démarche qui est collective. Tout à fait. Je ne sais plus qui c'est qui a dit l'art c'est moi, la science c'est nous. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est très très juste. Bon, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci au public également qui était présent aujourd'hui. Le prochain TEDUC, ce sera le 16 décembre, même heure, même format, la ludification, un levier pour les apprentissages. On a commencé à l'évoquer aujourd'hui, cette notion de ludification. Eh bien, on creusera un peu la question. Et je vous invite à aller consulter le programme complet des prochains TEDUC sur le site de la Cité des Sciences. Merci à tous. À très bientôt. Vous retrouverez le compte-rendu aussi de ce TEDUC sur le site de la Cité des Sciences des TEDUC, un compte-rendu et également la captation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.